On ne parle que de ça, le bikini fête son 70e anniversaire. Alors comment cette parure estivale est devenue le symbole d'un corps en liberté et l'accessoire indispensable de nos étés? On en parle avec une spécialiste du maillot de bain, du spécialiste du bikini même. Bonjour Ghislaine Rayer. Bonjour. Merci d'être ici avec nous au Figaro aujourd'hui. Vous venez de faire publier cet ouvrage Bikini, la légende, coécrit avec Patrice Golupo. Le mot bikini qu'on utilise dans le monde entier, dans toutes les langues, c'est en fait le coup de génie d'un homme, d'un Français, Louis Réard. Oui, effectivement, en 1946, les Américains faisaient des essais nucléaires sur l'atoll du Bikini. Et comme ils avaient mis un petit peu la presse sur cette histoire, sur le déplacement des bikiniens, Louis Réard avait vu qu'effectivement, c'était quelque chose qu'il pourrait utiliser. Parce que c'est un homme qui aimait beaucoup déposer les noms. Donc il avait déposé Bikini, Hawaï et tout ça. Et quand effectivement le 1er juillet, la bombe a explosé, il avait déjà en tête de présenter un petit maillot à Molitor qui serait plus petit que le plus petit maillot de pièces pour faire un petit peu, entre guillemets, la nique à Jacques M, qui lui avait inventé, voilà, qui est son concurrent et qui lui avait inventé un maillot qui s'appelait Atome. Et du coup, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de génie, effectivement, de déposer le nom bikini et de présenter ce maillot de pièces. Alors, je disais, le bikini a 70 ans. Vous parliez de cette présentation à la presse. C'était le 5 juillet 1946. À cette époque-là, ce bikini, on y voit donc les hanches qui sont dénudées et le nombril qu'on découvre. C'était ça, le summum de l'indécence, voir le nombril. Oui, le summum de l'indécence, c'était de voir le nombril parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui était réservé à l'intimité. Donc là, Louis Réard a fait très fort. Il avait fait très fort aussi parce que les hanches étaient complètement dénudées. Oui. Et à l'époque, les culottes étaient hautes, donc c'était quand même un peu beaucoup. Oui. Et on ne voit pas souvent la photo des fesses, mais en fait, c'était pratiquement un string. Donc là, il avait voulu frapper les spectateurs. Et il a réussi, même un peu trop réussi, parce que il était un peu trop en avance avec son temps, parce que étonnamment, effectivement, il va pas rencontrer le succès tout de suite. Alors c'est parce qu'il était trop en avance ou c'est parce que les femmes étaient trop pudiques que ça n'a pas marché tout de suite? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il était effectivement avant-gardiste sur... C'était quelqu'un qui était un précurseur. Il avait la vision de ce qui se ferait plus tard. D'ailleurs, dans les années 60, il avait appelé ses maillots de bain soucoupe volante, maillots de bain de l'an 2000. Donc il avait déjà cette préhension un petit peu de l'avenir. Mais là, c'était trop. Les femmes n'étaient pas du tout prêtes. Pourtant, le deux pièces existait déjà. Hein. On avait déjà scindé le maillot en deux. Voilà, le deux pièces, ça existait en 1936, oui. Mais bon, comme vous dites, c'était plutôt une pièce qui était scindée en deux. Donc c'est évident qu'il fallait encore attendre un petit peu plus longtemps. Mais en fait, on n'a pas attendu trop longtemps dans le sens où en 1948, vous avez Eugène Schuller, qui est un chimiste, qui invente la fameuse crème à bronzer en brosse solaire. Et il y a une petite anecdote qui est amusante, c'est qu'il avait une statuette qui représentait donc une jeune femme et en bikini. Et cette statuette était régulièrement volée, tant et si bien que les commerçants de ce produit étaient obligés de river la statuette au sol. Vous parlez de bronzage, parce qu'évidemment, qui dit dénuder la peau, avoir des maillots de bain de plus en plus petits, dit bronzage, évidemment. À quel moment ce bronzage est devenu vraiment tendance, puisque jusqu'à il y a très récemment, on va dire, jusque dans les années peut-être 45-50, on devait rester le plus blanc possible. Alors, le bronzage, en fait, il commence dans les années 20 avec les garçons. Donc on attribue effectivement cette mode à Coco Chanel qui, juste après la guerre, voulait un petit peu libérer les femmes de leur carcan. C'était des femmes qui faisaient partie des élites. C'était pas encore la masse, on va dire. Voilà, exactement. Après, il y a les années 30, effectivement, où c'est la mode, mais toujours pour l'élite. C'est vrai que la mode du bronzage, on va dire, pour monsieur et madame tout le monde, c'est effectivement les années 40-50. Avec les congés payés, les premiers congés payés? Oui, alors malheureusement, les premiers congés payés, les gens n'en ont pas profité beaucoup. La première année, ils se sont fait surprise, c'était trop tôt. Et l'année suivante, c'était génial, ils en ont profité, puis après, c'était la guerre. Donc, Qu'est-ce qui a vraiment, l'événement qui a vraiment déclenché, on va dire, l'acte d'achat, pour parler en des termes marketing d'aujourd'hui, du bikini auprès des femmes? Est-ce que c'est Bardot en 53 à Cannes? Est-ce que c'est un film au cinéma? Je pensais à 007 et Ursula Andress, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'éléments déclencheurs. C'est une somme de petits éléments qui se sont additionnés. Et
il faut savoir que dans les années, enfin en 53, quand Brigitte Bardot présente son fameux bikini alors qu'elle n'est qu'une starlette devant le Carlton, ces photos font le tour du monde. Mais ce bikini est toujours réservé qu'à une certaine élite. C'est un petit peu la jeunesse dorée, si vous voulez. Très honnêtement, le bikini va être surtout utilisé par les stars, les starlettes et les jeunes filles de la haute société. Mais il va vraiment devenir populaire après les années fin 60, début 70. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment Madame Tout-le-Monde arriver sur la plage en bikini. Cette première fois, on la connaît, cette première femme, on va dire, qui a mis un pied sur la plage en bikini pour la première fois, en dehors des femmes qui posaient pour les photographes. Voilà, exactement. Je pense que dans les années 60, le bikini est encore une femme, encore une forme, au moins le haut balconnet, donc c'est un peu sexy, c'est glamour. Et c'est vrai que lorsque Ursula Andress, dans le film James Bond contre Dr. No, sort de l'eau avec ce maillot qui était moderne, en fait. Parce que déjà, cette femme, elle a un métier, elle est ethnologue dans le film, elle est sportive, elle est indépendante, elle n'a pas besoin des hommes. C'est pas juste une pin-up, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on commence à basculer dans le fait qu'elle a son propre rôle et qu'elle n'est pas simplement un faire-valoir pour les hommes. Et ça, je pense que ça a été très important. Alors, votre ouvrage montre à quel point aussi l'évolution s'est faite rapidement, puisque en à peine 20 ans, entre les années 20 et les années 40, il y a eu une évolution considérable. Je vois dans votre livre qu'aux États-Unis, par exemple, il y avait des juges de plage qui mesuraient les maillots de bain des femmes pour savoir si elles étaient dans les normes de la décence de l'époque. Est-ce qu'on était à ce point restrictif en France, aussi pudibond, on va dire ? Non, la France a toujours, enfin, comme tous les pays un petit peu européens, beaucoup plus cool, on va dire, que les États-Unis, qui sont quand même très, très puritains. Donc tout est codifié extrêmement. D'ailleurs, il y avait un code qui s'appelait le code S, qui demandait aux producteurs de cinéma de s'auto-censurer pour ne pas montrer de femmes légèrement vêtues. C'est bien pour ça qu'on avait utilisé le maillot de bain. Et même pour vous dire, bon, ça n'a rien à voir avec le bikini, mais lorsque un couple était dans un lit, il fallait que le lit soit séparé de tant de centimètres et il fallait que l'homme et la femme aient un pied à terre. Donc, vous voyez, pour vous dire à quel point tout ça a été extrêmement réglementé. Les deux seuls pays qui ont vraiment réglementé le bikini, ça a été l'Italie et l'Espagne. Parce que c'est vrai que là, le catholicisme est quand même plus fort qu'en France. Donc, il y a une pudeur forcément qui s'installait beaucoup plus prenante. Alors aujourd'hui, le maillot de bain, le bikini est indémodable. Il a traversé l'histoire sans encombre. Des bikinis, on va dire, des années 50. On pourrait les porter aujourd'hui sans aucun problème. Pourtant, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on en revient du trop de soleil, du trop dénudé. Une pièce revient sur le devant de la scène. C'est la mode de la peau blanche, du sans tache. On fait aussi beaucoup de campagnes de communication sur le cancer de la peau. Est-ce que vous pensez que l'uniforme de bain tel qu'on l'a connu dans les années 20 pourrait faire son retour sur un simple mode de la mode, on va dire ? Je pense que cette période où effectivement on a décrié le trop d'exposition au soleil, que c'était surtout dans les années 90. Donc je pense que maintenant on en est revenu. On sait que le trop d'exposition au soleil c'est dangereux, mais ça n'a pas empêché donc le bikini de revenir en force. Et même si le maillot de bain une pièce est toujours un maillot qui est porté, parce que c'est vrai que c'est beau, une pièce, et le bikini, il faut quand même le reconnaître, c'est quand même plus joli quand vous êtes un tout peu mince. Tout le monde ne peut pas le porter. Voilà, très honnêtement, tout le monde ne peut pas le porter. Donc, je pense que le bikini, de toute façon, maintenant, c'est l'accessoire de mode qu'il faut avoir dans sa garde-robe. C'est incontournable. Ça fait 70 ans qu'il existe. On va dire que ça fait 60 ans qu'il n'a pas évolué et que les bikinis d'il y a 60 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui, finalement. Merci beaucoup Ghislaine Reyer pour cet entretien. Merci d'être venue nous parler donc de cet ouvrage qui est splendide et que je vous recommande vivement. Bikini, la légende, c'est chez Michel Lafon. Merci beaucoup. Bonne journée.